deux interventions de cette fin d'après-midi, Michel Leverrier et Jean-Jacques Tessler. Je le dis tout de suite parce qu'après je vais l'oublier. Il y a eu de 2016, je crois, une traduction là, par Jean-Pierre Rosselder de Deuil et Mélancolie dans une petite maison d'édition qui s'appelle Des Crépuscules. Malheureusement, c'est épuisé, on ne sait pas quand on pourra avoir à nouveau des exemplaires. C'est pourquoi on a photocopié la préface qu'a fait Jean-Jacques Tissler à ce texte, à cette traduction, qui est à votre disposition gratuitement sur les tables du libraire. Donc n'hésitez pas à vous en saisir, il reste pas mal d'exemplaires. Et puis je laisse M. Genama présenter Jean-Jacques Tissler. Oui, je suis content de le faire, je le connais depuis très longtemps, Jean-Jacques Tissler. Et bon, je vais simplement vous dire qu'il est psychiatre, psychanalyste à Paris, médecin directeur du CMPP de la MGN, c'est important parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait à partir de ce CMPP. Il assure également une présentation de malades à l'hôpital Ville-et-Prard. Sur le plan des associations analytiques, ce que je peux dire, c'est qu'il a été président de l'association lacanienne internationale. Je ne sais pas s'il aura envie de vous dire ce que... Bon, qu'ensuite, voilà, les choses ont été un peu différentes. Et puis, alors peut-être sur le thème de la clinique de l'exil, qui va être, je crois, l'objet de ce dont il va vous parler, ça fait longtemps aussi qu'il travaille, qu'il anime des rencontres, et je crois que c'est quelque chose qui vraiment lui tient à cœur. Voilà, je crois qu'on va continuer d'une manière intéressante ces journées passionnantes. Voilà. Bah, c'est pareil, ça va m'aider parce que comme ça, il y a des éléments là, que vous donnez merveilleusement de la clinique fine là, du deuil et des deuils enchâssés qui me paraissent pas devoir être redits et recommandés, ce serait bête. Et donc, vous n'entendez pas. Je voulais essentiellement vous parler d'une clinique qui est issue justement d'une forme pour moi de deuil et une forme d'engagement. Comme souvent se mêle un point de souffrance, de déchirure et dans le meilleur des cas, ce qui n'est pas toujours évident, un sursaut qui demande à nouveau à s'engager. Et qui concerne donc l'alliance, entre guillemets, que notre unité, donc qui est un CMPP, mais qui est un CMPP qui est logé à Paris par la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, dans un centre de santé où il y a également de la psychiatrie de l'adulte, donc bon, une unité qui a son importance. Une alliance avec ce qu'on appelle les CADA, hein, vous savez. Alors je ne sais pas pour la Normandie exactement en quel lieu vous avez les lieux de réception des réfugiés. Si, sûrement, ça doit exister. Oui. Alors c'est à Caen, à Cherbourg, il y a, c'est sûr. À Paris, par nature, forcément, en Île-de-France, il y a les endroits où les demandeurs d'asile et les familles demandeuses d'asile arrivent. On appelle ça donc les CADA. Et donc, je vous dis ça parce que je sais que nous sommes les uns et les autres dans ce moment social complexe, mais intéressant que nous vivons, à revisiter. Alors, avec des divergences entre nous, ce qui est légitime, avec des disparités, mais nous revisitons la position de la psychanalyse dans la cité, c'est obligatoire. Et donc, pour ce qui me concernait, mais j'en fais pas une loi, hein, entendez bien que l'engagement que j'ai pris avec mes collègues, j'en ne fais pas loi, c'est pas pour vous dire que c'est pas injonctif, mais après réflexion avec beaucoup des collègues de mon unité, nous avons décidé d'ouvrir une unité déjà débordée par la clinique ordinaire, si je peux dire, à la réception, sans délai quasiment. Alors que d'habitude à Paris, pour un rendez-vous d'enfant, comme vous le savez, c'est 6, 7, 8 mois, enfin, etc. On a décidé, donc décision politique, si je peux dire, de l'unité, d'ouvrir une alliance
Alors, avec les noms des associations que vous connaissez, France Terre d'Asile, qui est la plus grosse association nationale, Coalia, vous connaissez peut-être aussi, une grosse association issue de la résistance française pendant la guerre, et le CASP, Centre d'action sociale protestant. Ces trois groupes ont pour l'essentiel délégation par l'État de recevoir les familles, et donc pour ce qui nous concerne aussi les enfants, réfugiés, demandeurs d'asile. Et donc je dirais, comment vous dire ça autrement, un point d'acte, un engagement éthique et politique, je ne peux pas dire autrement. Pas pour des raisons de critique. On a laissé de côté totalement l'analyse, en quelque sorte, de la critique de la politique nationale à l'égard des migrations. C'était sans cela. Hein. Parce que dans mon unité, il y avait des gens de tendances politiques variées. La question ne s'est pas faite autour de ça. La question, elle, c'était de dire qu'un enfant, où qu'il soit, reste un enfant. C'est d'ailleurs dans les lois de la République et rappelé par les lois de l'Europe. Un enfant, où qu'il soit, est accueilli comme enfant et rentre donc, comme vous le savez d'ailleurs, à l'école. D'habitude, les écoles s'y prêtent. Il est scolarisé. Serait-il sans papier à la rue, que sais-je, il est scolarisé. Et en principe, je dis bien en principe, il a droit aux soins et au suivi. C'est un devoir quasiment constitutionnel. Donc je n'ai fait d'un certain point de vue que de me rappeler et de rappeler à mes camarades que nous vivions dans une situation sociale où d'autres cliniques nous arrivaient en nombre et que je me sentais dans le devoir, au nom de mon unité, d'y faire face. Cette question, bon, je peux pas en parler là parce que ce serait pas bien pour vous, mais comme Roland l'a dit à mi-mot, cette question a quand même fait division puis déchirure dans ma propre famille analytique. Bon. Et ce qui fait que, au moment où vous me voyez, je ne suis pas trop triste parce que le deuil quand même se fait peu à peu. Et au prix, je crois quand même d'avoir tenu sur cet engagement. Et là, la semaine qui vient de se passer, on a reçu, c'est pour vous donner les éléments de technicité auxquels on n'est pas habitué, on a reçu ensemble 6 enfants kurdes syriens, par exemple, une fratrie de 6. 6 enfants kurdes syriens. Alors là, c'est spécial, que les Français avaient été cherchés dans un camp turc. C'est les accords internationaux. À petit compte, ils les ramènent. Ceux-là auront droit à l'asile, forcément, et vont probablement être envoyés en province assez vite, peut-être chez vous, enfin, on verra. Alors, vous voyez, là, on reçoit ces 6 enfants avec des niveaux d'âge et de douleur différentiels et des problèmes qui touchaient évidemment à la traduction. Heureusement, j'ai mon assistante sociale qui est donc d'origine algérienne, donc elle parle... mais elle avait du mal, parce que l'arabe syrien est un arabe très littéraire, comme vous savez. Et donc, se fait une première réunion où on reçoit la famille dans la totalité, avec les enfants, et s'ordonne... Alors, justement, s'ordonne quoi? S'ordonne l'idée, dans un premier temps, quand même, de faire un minimum récit. Un minimum récit, on ne peut pas laisser dans l'ombre, là, totalement... C'est une famille qui venait d'Alep, détruite, puis ensuite dans une autre ville détruite, se retrouve en Turquie. Bon. Et après, alors, j'en dirai tout à l'heure un mot, on a décidé, pour ces enfants, certains de les suivre, comme vous le faites excellemment là, en thérapie, je dirais, individualisée, et pour la totalité du groupe d'enfants, de les mettre dans l'atelier Mythos, sur les mythes qu'on a créés, ad hoc, et où les enfants déposent pendant un certain temps leur récit traumatique pour d'autres grands récits. Bon. Ça, c'est pour vous fixer le contexte de l'engagement. Alors, moi, je suis un peu comme Freud, quand vous disiez quelqu'un, alors Freud, il a fait son deuil et mélancolie, on dit en près de 3 semaines dans une urgence psychique inouïe. Parce qu'il y avait le contexte. Moi, je dois dire que, comme vous, sûrement, pour des raisons personnelles, je passe quasiment tous mes étés dans le Briançonnais, à la frontière italienne. Là, il se passe quoi dans le Briançonnais?
à la frontière italienne, c'est que la psychiatre que j'ai vue à Noël, là, qui vient de Marseille, psychiatre du Briançonnais, elle reçoit les adolescents gelés qui descendent d'école quand les gendarmes les ont pas remis de l'autre côté, tout simplement. Et oui. Alors elle, c'est des traumas particuliers, l'état de choc, dit-elle. Elle est obligée de les médiquer lourdement avant qu'ils arrivent à verbaliser un peu ce qui leur est arrivé. Donc pour l'inconscient, celui du praticien, ça fait pas rien, vous voyez, de se retrouver pendant l'année de travail, et puis on va en vacances, comme on dit, et à nouveau, répétition, là, comme dit Freud, ça refrappe au même endroit. Dans ces vallées, comme vous le savez par tradition, les gens sont très solidaires, des questions de solidarité de vallée, et les spécialistes de la montagne vont chercher les enfants dans l'école, quoi, une fois. Parfois, certains sont condamnés, après, par la justice, mais ils insistent, ils vont quand même. Donc c'est pour vous fixer le contexte, alors c'est pour ça que je ne veux pas que vous pensiez que j'en ai fait une loi et l'obligation, mais je me suis retrouvé dans une urgence pour moi-même. Je ne pouvais pas être dans l'anesthésie affective, c'était pas possible. Point que si j'ai le temps, je reprendrai tout à l'heure, et que j'ai mis dans le petit texte de présentation à la traduction de Freud, qui m'a toujours étonné, c'est que le seul mot clinique de psychopathologie que Freud n'utilise pas dans son texte sur deuil et mélancolie, c'est l'anesthésie affective. Alors que c'est un des mots les plus importants de la nosographie allemande qu'il ne pouvait pas méconnaître. Ça m'a tout de suite intrigué, étonné. Le grand Freud, dans un contexte où le monde allait être anesthésié face à l'horreur, oublie de situer dans son excellent texte Deuil et mélancolie la place de la perte de la vision mentale, comme disait Segla, ou de l'anesthésie affective. Je ne suis plus affecté par rien. Ils peuvent crever en Méditerranée, dans l'école, on s'en fout. Donc c'est ma façon d'avoir essayé de... Et je dois dire que j'ai pas été isolé sur cette façon. C'était pas un fait singulier, hystérique de ma part. Les collègues de mon unité se sont rangés pour la plupart dans cette exigence éthique, et la psychiatrie de l'adulte, MGEN, avait déjà engagé pour elle-même une alliance avec France Terre d'Asile. Donc c'est ordonné, c'est institutionnalisé, c'est pas du tout de l'anarchie. Ce sont des collègues qui, d'un certain point de vue, tiennent à ce que eux, qui ont délégation du service public, se rangent à la déontologie médicale et pour nous, analytiquement, au point d'éthique que la psychanalyse quand même exige. Pour ce qui est de la clinique, là vous m'aidez parce que j'essaye actuellement, alors le point de doctrine entre guillemets, mais je ne vais pas le solliciter là longtemps, le point de doctrine que j'essaye aujourd'hui de travailler, c'est que derrière le tout traumatique, vous savez, tout est traité maintenant sous le vocable de traumatisme, hein, surtout dans le champ de l'enfance. Moi, j'ai dit, on va dire, face à une lacanerie un peu, j'ai dit, pas tout traumatique. Pas tout, c'est-à-dire, il y a évidemment du traumatisme, il ne faut pas dire n'importe quoi, mais pas tout traumatique, et en particulier parce que dans cette clinique des enfants, nous avons énormément de ce que j'appelle, mais ce que vous avez nommé vous-même tout à l'heure, des deuils successifs ou enchâssés. Et donc je dis pour l'instant clinique du traumatisme et des deuils enchâssés. C'est avec cette phrase que je demande à mes collègues de prendre en charge ces jeunes et ces familles. Donc double référence à Freud, évidemment, pour repérer cette clinique actuelle de l'exil. Alors, pour aller vite, je dirais que ce qui me paraît assez intéressant, mais je crois que ça a été dit tout à l'heure, il y a quand même une différence très nette entre l'état des parents et l'état des enfants, surtout petits. Là, ça saute aux yeux assez vite. Il y a une nette différence entre l'état clinique des adultes et celui des enfants. Les premiers, alors là vous avez les très beaux travaux d'Olivier Douville, mon ami qui vient à Villévrard, qui a beaucoup travaillé sur alors je ne sais plus comment il dit, la mélancolisation, enfin vous savez tous ces thèmes, enfin, ce qu'on disait en psychiatrie dans le temps, mélancoliforme, c'est pas des états mélancoliques vrais, mais ça pousse vers. Hein, ce qu'on entend dans le texte de Freud quand il est hésitant sur
sur la part entre deuil et mélancolie. Les premiers sont comme en arrêt dans le temps. Ils nous racontent des journées dont le quotidien ne passe pas. Et aussi dans l'espace. Ils sont partis, ils ont fui, ils ont cheminé longtemps, mais d'un certain point de vue, ils ne sont pas arrivés. Et donc, souvent, on a des parents qui restent effectivement dans un état, un gel du temps. Gel du temps qui peut être référé à la façon dont Freud, de manière phénoménologique, appelle le terme de mélancolie. Ce gel a des accents mélancoliformes. Et je dirais, alors, pour reprendre un terme, je crois, qui est venu ce matin, la question du Demenmensch, là, du prochain. Hein. Je dirais que vous avez affaire à des êtres, là c'est le terme de Freud, Lieblosigkeit, hein, la détresse absolue. C'est-à-dire d'avoir été dans la détresse sans abri dans l'autre. Pas d'abri possible. Ça, c'est des expériences très singulières. Clinique de la disparition, vous avez dit ce matin, il y a quelqu'un qui a utilisé ce terme. La détresse de ne pas avoir d'abri. Alors, je ne vais pas, comme Grimbert en a parlé à sa façon, ça m'évite peut-être une clinique qui est un peu lourde, mais bon, moi c'est pareil, par tradition familiale, je connais très bien les traits de dépressivité et également de sensitivité. Il n'y a pas que la dépressivité. Les traits de dépressivité, de sensitivité qu'il y a dans l'héritage des cliniques issues des génocides. On a ce qu'il a rapporté par côté. Enfin, je passe, puisque à sa manière, il en a parlé suffisamment. Clinique également, alors dans le texte de Freud, vous avez vu, Freud fait un effort très particulier pour parler de la culpabilité. Dans ces cliniques d'émigration, c'est la honte qui vient. C'est la honte en tant que honte ontologique, philosophique, honte de l'autre. C'est la honte de l'autre qui les a laissés, effectivement, dans cette détresse absolue, sans abri. Et ça, je pense que cette distinction, qui est beaucoup rapportée, beaucoup racontée aujourd'hui, est juste. Clinique de la culpabilité, clinique de la honte. Mais qui était donc une honte de l'autre, au sens éthique. Comment est-il possible que... Chez l'enfant, surtout petit, l'expérience que nous avons maintenant de plusieurs années de soins et de suivi me fait plutôt insister sur la clinique du deuil, telle que vous l'avez rapportée, et alors avec cette particularité que j'appelle, moi, les deuils enchâssés. C'est souvent des enfants qui arrivent, leur père est resté au pays, on ne sait même pas s'il est mort ou s'il est emprisonné. Perte des grands-parents, perte d'un des frères ou d'une des sœurs qui est resté au pays, perte évidemment du pays d'origine, souvent d'un certain point de vue également effacement d'une partie de la langue, c'est-à-dire ils vont perdre une partie de la transmission de la langue maternelle, fragilité dans la transmission, évidemment perte des idéaux de l'enfance, dont parle Freud comme perte fondamentale, la désillusion. Et deuil aussi, il faut quand même le dire, deuil aussi du rêve de l'accueil bienveillant. Parce que, je ne sais pas à quand je ne me rends pas compte, mais quand vous circulez, quand vous venez dans des colloques à Paris, et que vous vous apercevez qu'en pleine rue, des familles entières restent comme ça, à même le sol, des jours et des semaines durant. Quelle représentation, là, vous pouvez exiger que des enfants se fassent de ce qu'on appelle l'accueil. Alors maintenant, on les voit moins parce qu'on s'est arrangé pour les faire monter là, vers la Seine-Saint-Denis. Et donc, il y a une forme d'invisibilité en plein Paris maintenant de choses qu'on voyait, mais ça dépend. Oui, mais ça revient par bout. Voilà, ça revient par bout. L'enfant, alors... Un fait clinique qui m'a intéressé, mais là je ne vais pas le développer, l'enfant petit, même comme ça, polyendeuillé, fabrique rarement une psychose expérimentale ou une défense autistique, c'est rare.
C'est rare. Sur le nombre d'enfants qu'on a reçus, quasiment aucune psychose déclarée, ni même aucune défense autistique. Il y faut, alors là c'est l'intuition de Freud, quand Freud dit dans son texte « Construction dans l'analyse », au passage, comme Freud fait souvent, une petite note clinique, Freud dit « S'il y a une double négation, ça vaudra forclusion ». Et oui, il dit, si ça tape 2 fois trop fort au même endroit, alors par exemple, on a eu un cas comme ça de défense autistique d'un petit dont le père était mort au pays, il arrive en France avec sa mère qui déclare une maladie organique gravissime. Vous voyez ? Double négation dans le réel, là. Et là, le petit, c'était plus qu'une clinique du deuil ou du trauma, il a été obligé d'établir, peut-être pour des raisons de clivage nécessaires, une défense autistique rude. Mais c'est rare, c'est très rare. C'est très rare cette clinique. On a d'habitude, effectivement, des syndromes traumatiques et beaucoup de cliniques endeuillées. Tel que Freud en parle de manière formidable dans ce texte que vous avez commenté. Alors, peut-être vous en avez parlé hier, je ne sais pas, ce matin, on n'a pas eu le temps de le relever. Le fil conducteur psychanalytique que nous mettons au travail quand nous recevons des enfants comme ça, c'est le fil rouge que donne Freud dans son texte et dont il va s'expliquer 10 ou 12 ans plus tard dans l'autre texte Psychologie des foules. C'est de dire que quand quelque chose est perdu du côté de la relation d'objet, il ne faut pas chercher à le suturer à cet endroit. Ça ne peut être retravaillé que par le trait d'identification. Vous vous rappelez de ce passage ? Il y a 2 lignes, 3 lignes dans Freud. Il dit, mais c'est pas par la relation d'objet que ça va revenir. Vous ne pourrez pas travailler le fantasme d'effet de force, ça ne marchera pas. Il faudra reprendre côté identification. Là où vous croyez travailler côté perte, côté amour, ça ne marchera pas. 1 de perdu, 10 de retrouvé, le message ne fonctionnera pas. Il faut aller travailler le trait. Chercher le trait minimal qui vaudra pour l'entièreté de la transmission. Ça, c'est le Freud de génie. Alors, dans le texte de Mélancolie, il ne s'explique pas. Ça vient comme un météore. On se dit, enfin, comment il arrive à dire ça ? Et puis, il va l'expliquer 10 ans plus tard. Il a dit, enfin, je vous avais dit que, et oui. Et il s'en explique plus long. Alors, enfin, Lacan, qui était quand même bon lecteur, a consacré un séminaire entier qui s'appelle l'identification à l'exploration de ce trait symboligène, vous vous rappelez. Et donc, nous, on se sert exactement... Alors, moi, je reste pour ça totalement freudien, comme d'autres. Et là où il y a le génie opératoire de Freud, moi je prends exactement la boussole que dit Freud. C'est-à-dire devant les défaites, les déroutes fantasmatiques, les déroutes de la relation d'objet, nous allons chercher du côté du trait minimal d'identification. La petite chanson russe chantée par la maman en Tchétchénie, le goût de tel plat, la petite poésie... tout ce qui fera que le trait minimal vaudra pour l'entièreté de la reprise de la subjectivité. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est pas du tout... c'est pas de la magie, ça. C'est Freud. L'autre inspiration, donc j'étais plus qu'heureux, là. Je vais vous voler quelques notes, là, que vous avez racontées tout à l'heure, si vous me permettez, sur les mythes, là, j'ai noté des choses que vous avez rapportées, qui m'ont beaucoup plu, parce que le problème qui se trouvait posé, vous voyez, c'est quand l'histoire nous mord la nuque, c'est-à-dire, on était déjà, nous, une unité qui étions débordés par le nombre, là, comme toutes les unités d'enfants, et chaque semaine, on reçoit en plus, parce que j'ai donné instruction que ça soit en plus, sans délai, 10, 12, 15 enfants réfugiés, comment on fait ? Donc les collègues me disent, voilà, il ne s'agit pas donc de faire pour tous les enfants un suivi individuel de psychanalyse, on n'a pas les moyens. Et donc on a décidé, pour ceux qui posaient des questions cliniques les plus graves, on décide une telle adolescente, suivi individuel qui arrive très bien. Tel autre, tel petit, très bien. La fratrie, le groupe, on les garde en atelier. Et l'atelier, on avait eu l'inspiration avant la question des réfugiés. Nous reprenons, pas comme l'école exactement, pas comme ils font dans les groupes scolaires, mais nous reprenons nous aussi les grands mythes grecs.
Et les enfants, quels que soient les âges, c'est ça qui est drôle, hein, j'en ai qui peuvent avoir 4 ans, les plus grands 17 ans, ils s'entraident pour lire. Moi je ne lis jamais, c'est eux qui lisent. Quelle que soit la symptomatologie, enfin, peu importe que l'enfant soit presque psychotique, on s'en fiche, c'est pas le problème. Quelles que soient les choses d'origine, quelle que soit la religion, enfin, peu importe. Ils sont tous réunis autour d'un chapitre ou deux, pas plus, de la lecture d'un grand mythe. Et là, le dernier, donc ça m'a fait rire parce que, enfin, la fois dernière, atelier de la semaine, on a repris le moment où donc Télémaque se demande mais il est passé où mon père? Et le mythe est terrible, hein. Il répond par 2 solutions. Soit il est mort, hein, et s'il n'est pas mort, c'est encore pire, c'est qu'il a trahi. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc les enfants écoutent ça, eux qui ont perdu un père là pour partie, ou leur grand, ils entendent le gouffre, enfin, la limite où le mythe les amène. Et Télémaque, et donc il y a une dame, je ne me rappelle plus son nom, mais qui lui dit « Mais si, je l'ai vu ton père à tel endroit après toi. » Non, soit il est mort, soit c'est pire. Soit il a trahi ma mère, il m'a abandonné, il n'y a pas d'autre réponse. Et génie du trait d'identification. Il faut que Télémaque se rende auprès du roi Ménélas, là. Et Ménélas va lui dire, mais ton père, d'accord, mais c'était quand même un héros. Il lui raconte la guerre. Et là, magie, relative, transitoire. Et du coup, l'enfant, si je peux dire, s'appuie sur ce trait symbolisé. Son père, c'est peut-être un salaud, mais c'était quand même ce héros qui a fait que la guerre de Troie est ce qu'on sait. Ensuite, le mythe, comme dit Freud, répétition, reprise, et néanmoins conclusion. D'accord, il est vivant à ce moment, mais s'il est vivant quand même, quel est le statut de son désir? C'est ça, la question du mythe insiste. C'est quand même un traître pour la famille ou bien? Donc on saura plus tard la suite. Donc vous voyez, on arrête les enfants par fratrie, par groupe, au bord du même précipice, si je puis dire. Sauf que, je crois que, à mon avis, c'est juste comme intuition. Sauf que nous avons permis que l'image arrêtée, le gel, vous voyez, le gel traumatique, soit déposé pour un moment, pour que l'enfant, et il l'accepte fort bien, l'enfant, reprenne le même récit, mais un haut récit, bien dit, bien raconté, dont d'ailleurs souvent après ils font un petit dessin, ils reprennent ça par le graphisme. Et donc ils rebouclent la question avant d'avoir la force de revenir sur leur mythe propre, sur leur récit propre. Donc relance du récit et spécification, mais également, vous voyez, qui est mêlé à ce génie freudien, la question du trait d'identification, qui est dans le mythe. Qui est dans le mythe. Voilà, donc là, je termine, Roland, ça va, j'en ai encore pour 10 minutes, enfin même pas 5 minutes. Je voulais vous dire que on parle souvent de la position du praticien, le désir de l'année, bien sûr, à juste titre. Moi, je dirais que sur des questions comme ça, je pense que la position du praticien, je la résumerai en un mot, elle est de lutter pied à pied contre l'anesthésie affective. Voilà. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être dans un chaos sociétal où quelque chose est posé à la nation, et on voit bien dans les pays d'Europe à côté de nous, c'est la même question. Vous ne pouvez pas simplement vous déclarer docteur ou ceci ou cela sans que des questions comme ça nécessitent forme de réponse. Le regard qui se détourne quand on voit des familles en pleine rue l'hiver, le regard qui se détourne quand on apprend des morts en Méditerranée à la télé ou dans l'école de montagne, bon. Et donc j'en reviens, c'est juste pour vous citer le passage, j'en reviens quand même, puisque après tout là, on rend hommage à juste titre à Freud, hein. J'en reviens à l'oubli de Freud. Hein. La mémoire retient l'oubli, comme disait Saint-Augustin. C'est merveilleux, hein. Eh oui. Ce qui est intriguant, quand vous reprendrez là, si vous essayez de le relire comme ça ce soir ou demain, alors que vous le connaissez déjà par cœur, Freud va faire un texte absolument formidable
laissant de côté un élément de clinique qui est l'élément cardinal de la nosographie allemande concernant la mélancolie, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'anesthésie affective. Perte de l'affect pour l'autre, manque du manque. Dans la clinique française, Segla et Cotard, perte de la vision mentale, mais c'est rapproché. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette forclusion dans le regard de Freud? Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que, vous savez la suite, mais il y a peut-être un élément qui antécède que vous avez oublié. Parce que même les Allemands dont on parlait tout à l'heure ont mis du temps à remettre à leur souvenir cet élément. Donc je vais vous le donner. Si vous lisez, toi tu dois le connaître, la Klaus, un livre qui s'appelle Blue Book. Ça te dit pas quelque chose? Non. Mais vous en avez entendu parler. C'est un livre qui rapporte ce qui a été oublié dans la mémoire des peuples. Comment en 1904, on est en 1904, 10 ans avant l'écriture du texte de Freud, hein, l'Allemagne de Guillaume II dépêche le général Lothar von Trotha pour exterminer les peuples hétéros et namas de ce qu'on appelait à l'époque le sud-ouest africain et qu'on appelle maintenant la Namibie. Vous connaissez la Namibie pour certains, qui est un des pays les plus beaux au monde d'ailleurs, c'est merveilleux. Et donc en 1904, premier génocide du siècle, ordre d'extermination des peuples premiers. Vous voyez, on est un tout petit peu avant Deuil et Mélancolie. Hein. Tant au niveau du vocabulaire que de la méthodologie, on retrouvera exactement ce qui fera l'essence du Reich futur, pour une raison très simple, c'est que les troupes là sont accompagnées d'un certain Heinrich, qui est le père d'Hermann Göring, Eugène Fischer, médecin et anthropologue, qui viennent étudier la morphologie des Noirs pour étayer les premières thèses hygiénistes. Voyez ? Qui sera d'ailleurs le mentor d'un célèbre Joseph Mengele. Vous voyez comment la mémoire retient l'oubli, heureusement. Comment peut-on tuer à une échelle de masse sans en être affecté? Eh bien oui, on peut. On peut. Au nom de la force et de la technicité, on peut. Ça s'apprend, ça se prépare. Freud laisse de côté l'anesthésie affective. Vous voyez, donc pour moi, c'est un point extraordinaire que Freud, au moment technique, on est à donc 1915-1917, où il s'attelle à Deuil et Mélancolie, il y a déjà les prémices des malades mentaux dont on ne sait plus quoi faire, bientôt il faudra les liquider. Bon, après ça c'est pour les juifs, comme vous savez, et d'autres, et les homosexuels justement. Et puis, antécédant déjà, les inconscients se préparent. Et Freud qui est donc entre ces deux grandes brisures de l'histoire, Freud qui est si lucide comme clinicien, ce point d'anesthésie, il le forclôt, il le laisse de côté. C'est une leçon pour moi extraordinaire. Je dirais, si nous sommes capables de la reprendre à notre compte, c'est-à-dire, mais je vous dis, j'essaye, mais je me rends compte souvent, ça m'est pas facile, parce que je me passionne aussi, il y a un côté comme ça. Et c'est pas pour donner des leçons de choses et dire que par imitation, il faudrait tous s'engager sur des terrains comme ça, pas vertueux, c'est pas la question. Mais je pense que le point de perte de la vision mentale de ce qu'est notre contemporanéité là, sociale en Europe, sur des questions, pas que sur les questions de l'exil, mais entre autres sur les questions de l'exil et des migrations, à mon sens, c'est l'urgence de la psychanalyse aussi. Ça. C'est-à-dire, si les psychanalystes, qui devraient être les meilleurs lecteurs du réel en quelque sorte, renoncent, ou bien par désintérêt bourgeois, considèrent que ce n'est pas leur problème, on va à une défaite assurée.
c'est-à-dire propre discipline. Là. Voilà, donc c'était à la fois, vous voyez, bon, je ne vais pas être trop grandiloquent pour terminer. Donc je voulais vous situer une forme de l'engagement, mais qui existe évidemment dans beaucoup d'unités de psychiatrie et de pédopsychiatrie, qui me paraît un engagement légitime vu les urgences de l'heure. Nous, on va faire en mars, donc chaque année, on fait une journée d'études à destination d'abord des partenaires des CADA, qui sont demandeurs, les gens qui reçoivent, pour les collègues aussi, mais à moindre intention. Et viendront à cette journée des collègues des grands services de Seine-Saint-Denis, par exemple, ou du Val-de-Marne, qui évidemment, dans le service public, répondent à leur manière à l'urgence. Donc on n'est pas du tout isolé sur des questions comme ça. Pourquoi, alors moi je ne vais pas y répondre ce soir, pourquoi ça a fait drame, fracas et schisme? Honnêtement, je dirais que la question ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'à tenir la route pour ces sujets, pour ce qu'on appelle les petits sujets de l'exil. Voilà, je vous remercie.